J'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Je dirais même deux messages agréables. L'une concerne les affaires internationales et l'autre les affaires intérieures. Je dirais même criminelles, mais les deux sont agréables. Deux agréables et encore une à la fin très agréable et drôle. Et nous commencerons par les affaires internationales, puis nous prendrons plaisir aux affaires qui, disons-le ainsi, le retour de la justice aux États-Unis d'Amérique. Voilà, ce avec quoi tu es venu chez nous, c'est de cela que tu périras, ou ce que tu as apporté chez nous, c'est de cela que tu périras. Enfin, quelque chose comme ça, voilà. Eh bien, pour finir, ne manquez surtout pas la cerise sur le gâteau. Et ça, comme disent les Américains, ça va vous faire la journée, voire même la semaine. Au fait, qui sait? Alors, écoutez. Donc vous savez tous ce qu'est le Sud global. Cela signifie que Poutine aime beaucoup prononcer ces mots assez souvent. Et ce fameux Sud global, selon Vladimir Vladimirovitch, s'est levé pour lutter contre la domination du monde unipolaire dirigé par les États-Unis d'Amérique. Il n'aime pas du tout ça. Voilà l'ordre des choses. Ce sont les économies en développement. La Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud. Ce sont justement des économies en développement. Après avoir chassé les colonisateurs, ils ont entamé leur développement. Autrefois développés, ils sont maintenant en développement. Voilà, ils ont tous décidé ensemble qu'ils allaient en commercer sans droit de douane, qu'ils allaient réaliser certains projets communs. Mais le plus important, c'est qu'ils vont frapper d'un crochet du gauche, du pied droit, puis encore contre le dollar. De quelle manière vont-ils introduire leur propre monnaie ? Eh bien, c'est comme une petite pique contre le dollar et l'euro, mais surtout contre ce fichu dollar qui est sous le contrôle de l'Amérique impérialiste. Colonisatrice et terrifiante. La fête se poursuit depuis 2009 dans les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, même avec l'arrivée de Trump en 47e position. En 2024, respectivement, eh bien disons jusqu'en 2025, ils ont fêté là-bas. Puis la fête a commencé à s'essouffler. Tout d'abord, Donald J. a annoncé qu'il instaurait, pour ainsi dire, que la création d'une nouvelle monnaie, si elle devait avoir lieu, eh bien ceux qui la mettraient en place devraient payer une taxe séparée de 100% sur l'importation de marchandises aux États-Unis. C'est-à-dire que s'ils paient déjà, disons, 15%, ou certains paient un 45%, alors ils devront payer respectivement 115 à 1,45%. Deuxièmement, tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont été informés que pour l'achat de ressources énergétiques à la Russie, qui est en guerre, oui, pour ainsi dire, et de cette manière, par ces achats, ils financent la guerre en Ukraine. Le meurtre de personnes, combien ça coûte ? D'un autre côté, les acheteurs devront payer encore 100%, ce ne sont pas les mêmes, mais des frais supplémentaires. Donc ça fait déjà 215 ou même 245%. Et si l'affaire dure longtemps, combien de temps Donald Trump va-t-il régler ça ? Évidemment, au lieu des droits présidentiels, le président est autorisé à imposer jusqu'à 100% de droits de douane si besoin de plus. La décision revient au Congrès, au Sénat. Le Sénat a lui-même proposé « faisons 500 pour que ça leur fasse mal ». Mark Weintraub. C'est-à-dire qu'au lieu de 100, on aura 500, ce qui fera 615 et 645% de droits de douane sur les marchandises importées. Comme vous le comprenez, personne n'achètera ces marchandises. D'autant plus que les mêmes produits seront importés, disons, d'Indonésie ou du Vietnam. Eh bien, là-bas, ils coûtent 10 à 15% plus cher, mais, messieurs, que les produits indiens, disons, oui, mais sans des centaines de pourcents ajoutés au prix. Autrement dit, les produits importés de ces pays qui ont changé, de notre point de vue, coûteront 2, 3, 5, 10 fois moins cher. Et ensuite, il sera très difficile, voire impossible, de revenir, c'est-à-dire de rétablir les livraisons sur un marché qui s'est déjà mis d'accord avec les concurrents. Et Brick a commencé à craquer, je dirais. Là où c'est au fragile, ça casse, oui. On a l'impression que tout va bien, jusqu'à ce que soudainement ça casse. Ou peut-être pas. Sinon, ça continuera d'exister comme beaucoup d'autres organisations internationales stupides, tout simplement. D'abord, l'Inde a annoncé qu'elle ne voulait pas vraiment la nouvelle monnaie, qu'elle était habituée au dollar. En fait, ils sont habitués au dollar, voilà. Et elle restera avec lui.
Ensuite, le président brésilien a déclaré très sérieusement qu'il n'était pas nécessaire d'accepter de nouveaux membres. Voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Toute l'idée était, oui, d'unir, comme on dit, tous ceux qui sont contre, qui veulent, qui sont d'accord ou qui veulent lutter contre la réunion des maudits impérialistes. Les Brésiliens, en général, pensent carrément qu'il faut se réunir, discuter, parler, appeler, ou bien Agir. ça ne sert absolument à personne. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, ils ont accepté. Il vient juste de dire au sommet qu'il ne faut pas agir pour l'instant, et que pour l'instant, ce sera Donald Trump qui décidera. Je ne sais pas, probablement, qui. Semian et Brixy se sont réunis à la séance pour décider de l'avenir de l'organisation. Mais les deux membres principaux, c'est-à-dire la Chine et la Russie du Sud global, ils ont pris la tête du Sud global, ne sont pas venus. Poutine a envoyé un message vidéo, tandis que Xi n'est pas venu et n'a rien envoyé. Il a bien envoyé un vice-ministre, quelque chose comme ça. D'ailleurs, le politburo du comité central du Parti communiste chinois vient tout juste de réduire ses pouvoirs. Et peut-être lui ont-ils dit de ne pas aller nulle part, pour ne pas irriter. Vous ne faites rien pour irriter Trump parce que Xi a clairement des problèmes avec Trump. Xi s'est mêlé à la bagarre, à peine à quelqu'un. Actuellement, des négociations sérieuses sont en cours entre la Chine, l'Inde et les États-Unis. Personne ne veut se mettre à dos Trump, comme on dit. Heureusement, l'état de la nation, puisque la Chine et l'Inde dépendent directement de ce que décidera Trump. Et peut-être qu'il obligera tous les Européens à suivre l'Union européenne, à suivre l'Amérique dans la limitation, disons, de l'accès du Sud global à nos marchés. Pourquoi voulez-vous vous battre contre nous, les gars ? Oui, vous voulez vous battre contre nous. Ah, d'accord, battez-vous, mais à une seule condition, pas avec notre argent. Gagner de l'argent chez nous et se battre contre nous, non. Alors décidez-vous. Soit vous voulez gagner de l'argent, soit vous voulez vous battre. Les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est tout. Mais ils n'ont toujours pas compris que toute centralisation ralentit le développement des technologies et l'apparition de nouvelles industries. Ce n'est pas un hasard si l'Inde n'a pas de percédent technologique, alors que les habitants de ce pays, une fois arrivés aux États-Unis, atteignent les plus hauts niveaux dans le monde des startups. Pourquoi réussissent-ils à l'étranger mais pas dans leur pays d'origine ? Pourquoi les juifs russes, d'ailleurs, en Russie, ils ne sont pas très doués et ne savent même pas réfléchir, du moins ces 70 à 80 dernières années, mais une fois arrivés en Amérique, ils ouvrent de nouveaux horizons, c'est-à-dire qu'ils développent carrément de nouvelles industries, mais en restant là-bas, ils ne peuvent que copier. Eh bien, voler à la russe, oui. Et qu'est-ce qu'ils copient et volent ? Ils volent ce qui a été fait aux États-Unis par ceux qui sont partis. Personne n'a jamais mené de recherche, à mon avis. Pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi les Indiens et les Russes sont... Oui, il y a sûrement d'autres nationalités aussi, mais je connais surtout beaucoup d'Indiens et de Russes. Oui, disons ex-Union des républiques socialistes soviétiques, ex-Russie, bon, ils restent quand même aussi russes que moi, à peu près. Ils sont russes et juifs. Une telle enquête menée par quelqu'un serait très intéressante. J'affirme que même dans un capitalisme imparfait, comme ce qui se passe aux États-Unis chez nous, ce mélange de capitalisme avec quelques cris socialistes. Même avec une liberté à moitié, l'homme se voit pousser des ailes. Pourquoi le propriétaire de la petite boutique travaille-t-il de 5 heures du matin à minuit et passe-t-il tout le reste de son temps à penser à son entreprise ? Et pourquoi les employés et les managers dans les entreprises des autres ne travaillent-ils jamais autant, aussi bien et aussi intensément que le propriétaire ? Prenons les esclaves par exemple, le degré le plus bas, pour ainsi dire, du salarié. Ils sont embauchés contre leur gré et ne sont pas payés du tout. Ils travaillent uniquement par peur de la punition. Ils ne développent aucun enthousiasme. Un soldat des forces spéciales passe. La devise « j'ai fait l'armée, donc je sais » est en fait la devise de tous les militaires. Un salarié, même s'il est quelqu'un de bien, ça arrive aussi, travaille exactement de 8h à 17h, ce qu'on appelle généralement de 8 à 17h, même si certains ont des horaires différents. Et ceux qui ne sont pas complètement honnêtes, pas vraiment des gens bien, essaient de voler un peu ou beaucoup au patron, autant qu'ils peuvent, du temps payé par le patron. C'est une façon intéressante de voler.
Ils ne comprennent même pas vraiment que lorsqu'ils reçoivent un salaire, mais qu'ils utilisent une partie de leur temps de travail pour autre chose que le travail, je ne parle pas d'aller manger ou d'aller aux toilettes, ils deviennent des voleurs. Donc par exemple, si on est payé 30 $ de l'heure qu'on passe 3 heures sans travailler, on a volé 90 $ au patron. Mais la morale n'a jamais poussé la majorité des gens. Il y a des gens qui travaillent à devant dur à cause de la morale. Seul l'intérêt personnel, l'intérêt personnel motive. D'ailleurs, il n'y a rien de mal à cela, à l'intérêt personnel. C'est la nature humaine qui nous a été donnée soit par l'univers, la nature, la mer nature, ou quelqu'un d'autre, ou Dieu. Oui, Dieu, disons, on peut le comprendre de différentes façons, mais en tout cas, quelqu'un a pensé et a fait, ou bien c'est arrivé tout seul. Je ne parle ni de l'un ni de l'autre en ce moment, mais dans tous les cas, nous sommes comme ça. Donc ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous. Il n'y a rien de mal à cela, n'est-ce pas ? Il faut essayer de se limiter à ne pas faire de mal aux autres quand tu essayes de te faire du bien. Et le fait d'essayer de te faire du bien, c'est normal. Voilà, donc, plus que moi, donc, d'où j'ai commencé et je me suis beaucoup éloigné du sujet. Plus l'État prend, l'État, c'est la force qui, disons, dirige la société, qu'on appelle l'État, le Staat, tout ce que vous voulez. Plus il prend à l'homme, moins il a d'intérêt personnel, et donc moins bien il travaille. Prenez la Corée du Nord, là-bas on prend 100%, oui. Au Danemark et en Suède, par exemple, on prend 50% des hauts revenus plus 25% sur tous les achats. Tu dépenses tout ton argent en achetant quelque chose, mais tu as encore besoin d'argent car à la caisse, on prélève environ 25% du montant. N'oubliez pas, il reste encore 23 à 27% dans les municipalités. Et ça, c'est avant les impôts. Ce n'est pas pour rien qu'Astrid Lindgren est une écrivaine suédoise mondialement connue. L'auteur pour enfants a affirmé que le fisc suédois lui réclamait de l'argent. Elle a calculé que cela représentait 102% de l'argent qu'elle avait gagné en un an. Autrement dit, elle a travaillé toute l'année, elle doit tout donner, tout ce qu'elle a gagné, mais en plus elle doit encore puiser dans ce qu'elle avait gagné auparavant. Si c'est le cas, il faut même emprunter à quelqu'un 2% de cette somme pour pouvoir payer tous les impôts. Et elle l'a corrigé sévèrement. Qui voudrait travailler 25 heures par jour pour, au final, tout donner à un oncle à 100%? Chez nous, c'est l'oncle Sam, chez d'autres. C'est peut-être l'oncle Olaf, oui, voilà. Et en plus de tout donner, vous devrez même rajouter un peu de votre propre argent. Que voulez-vous? Ils ont un grand besoin de dépenser. Avec Astrid, la situation était exceptionnelle. Ils ont ensuite apporté des changements. Là-bas, donc, selon leurs règles, ils ont calculé que les gens paient 70% à 75%, mais on lui a proposé 120%. Voilà, le grand enthousiasme des gens intelligents. D'ailleurs, chez les idiots aussi, ça ne suscite pas d'enthousiasme quand on te laisse une petite part de ce que tu as gagné. Tu n'as pas envie de devenir qui dans ce cas? Donc, tous les pays du Sud global volent leurs citoyens bien plus que l'État américain ne vole les siens, et c'est pourquoi, pour l'instant, ils n'arrivent pas à rivaliser avec les États-Unis. Chez nous, tout se passera de toute façon mieux, d'autant plus que nous avançons vers l'abolition totale des impôts. En ce moment, je partage des astuces et des idées pour gagner de l'argent. Et nous prendrons des fonds à partir de l'argent que les étrangers nous paient pour avoir le droit de commercer, chez nous, sur notre marché, le meilleur et le plus riche du monde. Au fait, pourquoi le marché américain est-il le plus riche et le meilleur marché du monde? Même si nous n'avons pas autant de gens, ici, il y a 350 millions de personnes et non pas 1,5 milliard. Parce que nous volons moins nos propres citoyens. Arrêtons-nous là-dessus. Pour commencer, l'un des plus grands problèmes qui contribuent au chaos interne est que ces participants ne sont pas d'accord entre eux. On pourrait penser qu'un tel groupe aurait un objectif commun, une vision claire autour de laquelle s'unir. Mais ce n'est pas le cas. Regardez la Chine et l'Inde pour commencer. Ces deux pays sont voisins, mais ils sont loin d'être amis. Ils ont un vieux différend frontalier dans l'Himalaya. Et ce ne sont pas que des paroles. Cela a déjà mené à des violences. En 2020, un affrontement dans la vallée de Galwan a causé la mort de soldats. Depuis, la tension persiste, les deux pays renforçant leurs troupes et infrastructures le long de la frontière. De plus, ils rivalisent pour le leadership dans le Sud global. L'Inde veut prendre la tête grâce à ses avancées technologiques et démocratiques. Mais la Chine, avec sa vaste économie et ses réseaux commerciaux mondiaux, ne compte pas laisser l'Inde occuper le devant de la scène.
Il ne s'agit pas de simples désaccords, mais d'une rivalité qui entrave la coopération, sans oublier la Russie. Pour Moscou, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont une bouée de sauvetage. La guerre en Ukraine a isolé la Russie et les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud restent l'un des rares endroits où elle peut encore jouer un rôle mondial. Cela pose problème. Des membres comme le Brésil et l'Afrique du Sud ne veulent pas être vus comme des partisans de la Russie. Ils ont des liens commerciaux solides avec les États-Unis et l'Europe. L'Afrique du Sud dépend des marchés occidentaux pour ses exportations, tandis que le secteur agricole du Brésil est fortement lié au commerce avec l'Occident. Un rapprochement excessif avec la Russie pourrait éloigner ses partenaires. Ainsi, tandis que la Russie dépeint les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud comme un bloc anti-occidental, le Brésil et l'Afrique du Sud tentent de maintenir un équilibre entre les deux camps. C'est un défi d'équilibre qui ne se déroule pas sans accroc. L'Inde est dans une situation similaire. Membre des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, elle se rapproche également des États-Unis, avec qui elle a des accords de défense. Que dire quand le cygne, l'écrevisse et le brochet tirent chacun de leur côté? La charrette n'ira pas à la vitesse de la lumière pour rattraper et dépasser l'Amérique. Elle n'ira pas. Nous avons déjà étudié cela ensemble. Et là, Trump, en plus de tout le reste, un énorme paquet de sanctions et son changement d'attitude de l'opposition concernant les négociations de paix avec Poutine a commencé à faire allusion à quoi? Et le président Trump cherche à réduire les profits de la Russie provenant du pétrole si Poutine ignore son ultimatum de vendredi. Rappelez-vous, il a dit il y a 10 jours que ce serait demain. Maintenant, ils ont 10 jours, pas plus, pour élaborer un plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine arrêtera de tuer des gens. Si vous baissez encore le prix de l'énergie de $10 par baril, il n'aura pas le choix, car son économie est en mauvais état. À ce sujet, nous accueillons le général Jack Keane, général 4 étoiles à la retraite, président de l'Institut pour l'étude de la guerre et analyste stratégique principal de Fox News. C'est toujours un plaisir de vous voir. Général, que pensez-vous du commentaire et de la rencontre chez Eichhoff? Quelle est son importance selon vous? Puisque nous approchons de la fin du délai de 10 jours que Trump a récemment raccourci pour la Russie. Mais c'est assez significatif pour Marthe. Le président a pris 2 décisions cruciales. C'est d'augmenter l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, ainsi que de retirer le contribuable américain de la participation au financement de cela. Les Européens financeront cela. Nos équipements seront remis aux Ukrainiens et il y en aura davantage. Et puis la deuxième chose dont nous parlons cette semaine, et c'est probablement Poutine, je doute qu'il s'assoie à la table et accepte un choix temporaire. Un cessez-le-feu qui est la condition principale. Il est probable que le président impose des tarifs et des sanctions, qu'a ensuite prévu Poutine. Je veux dire, il a essayé de briser la volonté et la détermination du président en faisant traîner les négociations, en l'agaçant. Et il voulait que le président abandonne, qu'il se rende en quelque sorte dans cette affaire. Et il essaie de faire la même chose avec Zelensky en intensifiant la guerre contre le peuple et en tuant chaque jour plus de personnes à cause de cette escalade. Pour que les gens fassent pression sur Zelensky, brisent sa volonté et le forcent à se rendre et à faire d'importantes concessions. Au contraire, face à cette situation, le président a intensifié ses efforts et n'a pas fléchi dans sa détermination. Bien sûr, il a renforcé sa détermination à poursuivre Poutine et à le forcer à s'asseoir à la table des négociations. Et les gens en Ukraine sont tout simplement formidables. Ils voteraient tous demain pour la fin de la guerre, si cela pouvait se terminer, mais en même temps, ils se sont unis autour de cette escalade et ne font aucune autre demande à Zelensky que de maintenir le moins de corruption possible dans son gouvernement. Mais ils soutiennent ses efforts et sa résistance face aux Russes. Où en est-on? En résumé, plus d'armes pour l'Ukraine et c'est l'Union européenne qui paie pour ces armes. Et deuxièmement, Donald Trump prévoit de travailler à la baisse du prix du pétrole de 10%, je veux dire reprendre. Et quand Donald Trump s'attaque à quelque chose, il y parvient généralement à 70-80%, c'est-à-dire qu'il atteint son objectif. Contrairement à tous les autres dirigeants mondiaux qui tiennent en moyenne la moitié de leurs promesses et réalisent la moitié de leurs objectifs, Donald Trump, à ce jour, a accompli 70% de ce qu'il avait promis. Ce n'est pas 100%. Cela n'arrive que chez les médiocres, et seulement par beau temps. Nous savons que la Russie, c'est... L'économie de Mars dépend principalement du pétrole et, dans une moindre mesure, du gaz. Et nous savons que ces grands pays l'achètent à des prix réduits, ce qui aide Poutine. Poutine est passé à une économie de guerre
Et cela signifie que tout ce qu'il investit, pas entièrement, mais presque tout, est destiné à s'assurer des fournitures militaires. Si ce revenu commence à diminuer brusquement, et il ne commencera pas tout de suite, mais il commencera avec le temps, il n'aura plus ce revenu pour produire les produits nécessaires à son maintien dans la guerre. Et c'est un problème sérieux. C'est une nouvelle, ou tout un flot, comme on dit, de nouvelles, mais toutes positives, comme je l'ai promis, positives. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, apparemment, sont en train de perdre de leur influence à l'échelle mondiale et cessent de montrer les dents. Eh bien, je n'ai même pas eu le temps de finir cette vidéo. Que des nouvelles sont déjà arrivées. Vitkov a rencontré Poutine à Moscou. Poutine a demandé une rencontre avec Trump. La rencontre aura lieu. Pour l'instant, ce n'est pas encore très clair quand. Zelensky ne fera pas partie de la délégation de Poutine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si la rencontre a lieu, cela signifiera l'une des deux choses. En général, les dirigeants d'État, pour ainsi dire, ne se rencontrent que dans deux cas. Pour une cérémonie, quand tout est déjà décidé, juste des photos, une poignée de main, boire du champagne, parler d'autre chose. Ou bien quand il faut se retirer dans un cadre élégant, avec des assurances des deux parties qu'il n'y aura aucune ni retraite ni capitulation. Au contraire, réfléchissez-y vous-même. Une vieille blague m'est revenue en tête. Vous y réfléchissez vous-même. Un Géorgien dans un compartiment de train a ouvert la fenêtre, puis il a pensé que peut-être le courant d'air gênait la personne assise à côté de lui. Alors il a demandé « Fomnita, Lyle, ça ne vous dérange pas ?» À quoi on a répondu? La dame a répondu de la manière suivante. Eh bien... Vous, au contraire. Après une minute de silence, et après avoir réfléchi à ce qu'il avait entendu, au contraire, le Géorgien a demandé « Vous le pensez ?» À mon avis, c'est très drôle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les habituels tours russes, alors nous assistons, oui, messieurs, nous assistons au début du processus de règlement pacifique de l'Ukraine. À moins, bien sûr, que Poutine ne commence à jouer le rôle d'un bouc vert sans cornes, comme Zelensky dans le bureau ovale. Genre, il s'est défoncé et commence à raconter à quel point Poutine est mauvais et comment on pourrait parvenir à la paix en général. C'est impossible. En vérité, il semble que tout ne se soit pas passé entre Vitkov et Poutine comme Trump l'aurait souhaité. C'est pourquoi on a imposé 25% de droits de douane supplémentaires à l'Inde, pour qu'ils réfléchissent à 3 fois avant d'acheter du pétrole à Poutine, et pour qu'ils exercent un peu, et encore un peu de pression sur lui. La deuxième bonne nouvelle, c'est que commencent les auditions au Congrès. Eh bien, mesdames et messieurs, honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'aussi puissant. 4 ans, Trump et ses amis, avec son compagnon, ont été malmenés, leur nerf mis à rude épreuve, souvenez-vous, Giuliani, ils l'ont mis en prison, Steve Bannon, d'autres aussi. Et maintenant, c'est leur tour. L'élite démocrate Du parti a commencé à transpirer, à s'inquiéter et à se faire dessus. Et pas seulement à cause du procès intenté par Tulsi Gabbard. Le comité de surveillance de l'action gouvernementale, c'est le Congrès des États-Unis. Il est actuellement entre les mains des républicains. Il a envoyé des convocations pour témoigner. À qui? Quel charme, quel bonheur de vivre à l'époque de Trump. Il a donc envoyé ces convocations. Ceux que Trump appelle le marais. Eh bien, les plus marécageux. Laissez-moi vous donner la liste des habitants du marais. Le 9 octobre, ce sera Hillary Clinton qui devra s'expliquer, répondre pour les anciens, email effacé pour avoir trompé le ministère de la Justice avec la destruction des téléphones, et ainsi de suite. Le 14 octobre, son mari l'a agressé. Vous vous rappelez de lui? Il est allé 26 fois sur l'île de Kapstein. Des histoires sans fin de harcèlement sexuel. J'ai des questions à poser, j'en parlerai d'une autre ensuite. Il y a eu une histoire, il a essayé de m'approcher par derrière. Avant cela, le 2 octobre, le procureur général Biden, c'est-à-dire Merrick Garland, a bloqué l'enquête sur la corruption. Il a ordonné de couvrir l'affaire. Le FBI surveillait les parents qui ne voulaient pas que leurs enfants soient instruits. Alors,
Comment cela s'est-il passé? C'est écrit chez eux, c'est dit. En résumé, c'est ce qu'on appelle le wokeness, c'est-à-dire, disons, cet antiracisme qui est en fait du racisme. Ils ont aussi exigé la suppression de l'éducation sexuelle pour les enfants à l'école primaire. James Comey Ura, 7 octobre, surprise. William Boa, procureur général sous Trump lors du 45e mandat, c'est formidable, excellente nouvelle, c'est un vrai salaud, c'est vraiment fantastique. Il était déjà en vue à l'époque où ils aidaient avec Lady Aniston. 26 août, Alberta Casales, c'est le procureur général sous Bush aussi, les Bushkis aussi. Sont nécessaires. Sur la tête. En août, Jeff Sessions, le 28 août, cela signifie que le procureur général de Trump, son tout premier, l'a abandonné. Robert Mueller lui-même, le 2 septembre. Ce stream est extrêmement intéressant. À la veille de tout cela, il a déménagé dans une maison pour les Umanishionés, dans une section pour les personnes ayant perdu la mémoire. Partiellement perdu la mémoire. Il tente d'échapper à la justice. Il l'a révélé. Il est possible qu'il soit fou d'ailleurs. C'est tout à fait envisageable. Le 9 septembre, Larita Ilitch, voici le procureur général Leo Bamy, voilà cette forte histoire. Elle blanchissait Hillary et rencontrait secrètement Bill Clinton. Là-bas, l'avion est arrivé, son avion, le sien. Ils étaient là, quelque part dans l'ombre. Par pur hasard, un journaliste passé sous la date a vu Clinton. Soudain, il l'a prise en photo et en... Elle est apparue sur la photo. Larita Ilitch Class et Eric Holder aussi, procureur général de l'Obama. Magnifique, lui aussi, c'est aussi un salaud. En ont comme Barr et Larita Ilitch des connaissances tout à fait. Je pense qu'il ne faut plus crier « Hurrah », mais « Alléluia, Alléluia ». Avez-vous remarqué vers qui l'enquête se dirige, le procureur général? Non, Trump ne faisait pas ça. Sous Trump, ils arrivaient à s'en sortir. Hurrah, hurrah. Et pour ces personnes qui ont transformé notre justice en une tchéka du parti bolchevique, des gens qui servaient soit l'idéologie, soit le marécage de Washington. Toutes ces personnes sous ce président et les précédents, républicains ou démocrates. D'ailleurs, Donald Trump a récemment déclaré que il réfléchit au candidat à la présidence pour 2028 et penche pour J.D. Vance et comme vice-président Marco Rubio. Je pense que cela plaira au peuple. Mon opinion sur J.D. était et reste la même pour l'instant. Un excellent rat. Il comprend correctement la situation sur le plan social, il s'oriente dans la politique internationale, mais il lui manque une compréhension interne de l'économique. C'est vrai, en ce moment, il est avec le meilleur instructeur en économie du monde. Si l'instructeur dit que J.D. en est capable de poursuivre la mission pour laquelle nous avons élu Trump, alors je lèverai la main et je voterai pour lui. Je voterai pour ce duo. Et c'est aussi agréable de savoir qu'à Athènes, bien sûr, ils aiment Marco et iront voter pour lui en masse. D'accord. Le président Trump a fait ses commentaires lors d'un événement où il a signé un décret concernant la supervision des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Il a déclaré qu'il était préoccupé par le fait que, sur la base des 100 millions de dollars disparus lors de l'événement de lutte contre les incendies à Los Angeles, Gavin Newsom, cet argent pourrait être volé, mal utilisé, blanchi ou placé dans des fonds occultes. C'est pourquoi le président Trump et Washington District de Columbia prennent en charge les Jeux Olympiques de 2028. Le président Trump a répondu à une question de Peter Doocy de Fox News. Et ici, il a révélé qu'il pense que J.D. Vance et Marco Rubio formeraient une équipe incroyable. Maintenant, les sondages montrent que J.D. Vance est en position de force. Un sondage du Emerson College montre qu'il devance largement Gavin Newsom et Kamala Harris. Cela montre également son soutien à 61%, pendant que Steve Bannon avance. Vient ensuite avec seulement 12% et Ron DeSantis avec seulement 7%. Donc tout cela n'est que spéculation. Comme le dit mon ami Roger Stone, 3 à 5 ans, c'est long dans le monde de la politique.
Eh bien, notre bon ami, le sénateur Adam Schiff, L'un des hommes les plus controversés, menteurs et, je dirais, tristes de la politique américaine aujourd'hui aux États-Unis. C'est le sénateur de Californie, Adam Schiff. Enfin, il est enfin tenu pour responsable. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de vous annoncer qu'Adam Schiff avait été accusé de fraude hypothécaire. Et le président Trump a renforcé cela par plusieurs commentaires lors de conférences de presse, de directs et de publications sur Truth Social. J'ai également renforcé cela, tout comme d'autres youtubeurs conservateurs. Eh bien, maintenant, le procureur général du Maryland a officiellement ouvert une enquête pour fraude hypothécaire contre Adam Schiff. Les gars, ce n'est que le début. Je m'attends à ce que ce type soit arrêté, qu'il soit financièrement ruiné pour avoir menti au mouvement Make America Great Again et trompé ses électeurs pendant des années contre notre grand président Donald J. Trump. Je crois aussi qu'il finira en prison et qu'il perdra son siège au Sénat, dans le grand État de Californie. Ce type a tenté de mener un coup d'État illégal qui aurait renversé le président Trump, détruit son mariage, sa vie, ses entreprises et sa réputation. Regardons ensemble ce qui a été dit dans l'émission de Laura Ingraham sur Fox News, car je pense que vous trouverez cela absolument captivant. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que ce type soit arrêté et démis de ses fonctions. Exactement comme nous l'avons fait avec Bob Lingos d'or, Menendez, qui acceptait littéralement des pots de vin sous forme de lingots d'or. Regardons ça tout de suite. Et ce soir, une mise à jour exclusive de l'angle Ingham. Une source de l'administration Trump a déclaré à l'angle qu'une enquête criminelle est en cours contre Adam Schiff, menée par le bureau du procureur des États-Unis dans le Maryland, pour des accusations potentielles de fraude hypothécaire. Faisant suite à notre révélation le mois dernier, l'Agence fédérale de financement du logement a transmis au ministère de la Justice une plainte pénale affirmant que Schiff avait falsifié des documents bancaires et des registres de propriété pour obtenir de meilleurs prêts. Dans une déclaration sous serment de 2011, le député californien de l'époque a certifié que sa résidence principale était située dans le comté de Montgomery, dans le Maryland. Il possède aussi un appartement à Burbank, en Californie, qu'il a également déclaré comme sa résidence principale. Et il l'a dit en 2023 pendant sa campagne pour le Sénat. Je pense que presque chaque membre du Congrès a un logement dans son État et un logement à Washington. Siégeant principalement dans la semaine, les gens prennent une décision familiale sur le lieu de vie de leurs enfants, mais notre résidence principale est et sera toujours en Californie. Eh bien, le sénateur Schiff ne nous a pas répondu à ces accusations, mais nous avons pu trouver une déclaration que son représentant de campagne a faite à Cable News Network en 2023. Elle a déclaré que le condominium à Burbank est sa résidence principale, mais que les adresses d'Adam en Californie et dans le Maryland ont été indiquées comme résidence principale pour obtenir un crédit. Ils sont occupés toute l'année, ce qui les distingue d'une résidence secondaire. Cependant, la loi ne fonctionne pas ainsi. Pour faire simple, bonne tentative pour Pied de Cap. En effet, il est impossible d'avoir plus d'une résidence principale. Une seule est autorisée par la loi. Je pensais à déménager à Porto Rico. Pour des raisons fiscales, vous devez y vivre un certain nombre de mois et de jours pour pouvoir l'appeler votre résidence principale. Sinon, vous ne bénéficierez pas d'un crédit avantageux, d'une fiscalité avantageuse, d'une assurance avantageuse. Donc, c'est juste un autre exemple de l'escroc Adam Schiff, qui a menti au peuple américain en commettant exactement les crimes dont il accusait Donald Trump. Encore et encore, nous découvrons que ce dont les démocrates accusaient Trump, ils le faisaient eux-mêmes. Et maintenant, ils ne sont plus là. Et précisément sur ce dont ils accusaient avec colère et inspiration, ils accusaient un homme innocent. Comme la vie est tout de même intéressante. Et maintenant, écoutez quelque chose de tout à fait stupéfiant, mais qui explique l'ascension de Barry Satoru. Eh bien, comme nous le connaissons sous un autre nom, nous le connaissons comme Barack Hussein Abbott. Pourquoi est-ce important ? Revenons à sa mère, oui. Sa mère va de village en village, soi-disant comme une anthropologue, pour découvrir qui dans le village est communiste afin qu'il puisse être exécuté. Et elle, c'est une agente, c'est ce qu'elle fait. Alors, voilà où se trouve le sang sur les mains de la famille Obama.
Et il refuse de reconnaître toute activité de sa mère à cette époque, à part le fait qu'elle était anthropologue. Elle visitait ces villages, vous savez, Ce qui est loin. de la vérité. Ce coup d'État est l'un des coups d'État soutenus par la CIA les plus sous-estimés de l'histoire américaine, avec le plus grand nombre de victimes parmi tous les coups d'État de l'histoire américaine. Il s'avère que la famille Bush connaissait bien le beau-père de Barack. Le beau-père a travaillé pendant 30 ans comme chef du département international de l'entreprise de l'oncle du président Bush, Sacha. Eh bien, c'est-à-dire, voilà. Qui est-il là-bas? Le grand-oncle du jeune Bush. Oncle George Herbert. Walker, l'oncle. George Herbert Walker, d'après qui George Herbert Walker Bush a été nommé, le premier président Bush a fondé Halliburton en 1946 dans l'Oklahoma, et Lola Soitera était vice-président exécutif international de Standard Oil. On disait qu'il était un agent de la CIA. Il dirigeait des escadrons de la mort pour l'armée indonésienne. Sur son ordre, n'importe qui pouvait être exécuté. Alors, quand George Herbert Walker Bush est devenu le chef de la CIA sous l'administration Ford, il a simplement contacté son vieil ami du secteur pétrolier Lola Soitera et a organisé l'assassinat. Vous voyez, la grand-mère de Baracas s'était reconnue comme la femme qui gérait les canaux par lesquels l'argent de la CIA arrivait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Alors elle a présenté sa fille, qui venait juste d'accoucher de Barry, à Elolo Suetoro, et ils se sont mariés. Elolo Suetoro a adopté Barry Obama. Le nom a été changé en Barry Suetoro. Maintenant, quand il est allé au lycée à Hawaï, je connais cette école, j'ai failli y envoyer mon fils aîné. Je pouvais me le permettre, mais il ne le méritait pas selon moi. Comme indiqué dans le rapport, en 1983, le président Obama a travaillé chez Business International Corporation, était une couverture pour la CIA. L'entreprise organisait des séminaires avec d'influents leaders mondiaux comme agents à l'étranger en lien avec les activités d'espionnage de la CIA. Matson dit que ce lien avec les services de renseignement existe dans la famille d'Obama, la grand-mère maternelle d'Obama. Madeleine Dunham était l'une des premières femmes vice-présidente de la banque d'Hawaï à Honolulu. Le rapport indique que cette banque servait également de couverture à la CIA pour transférer de l'argent à des dictateurs et dirigeants répressifs, comme l'ancien président indonésien Suharto, qui est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État soutenu par la CIA. Dans les années 1960, le père d'Obama a été choisi par Tom Mboya, le leader de l'Union nationale africaine du Kenya, pour recevoir des bourses et être envoyé à l'université d'Hawaï. Selon les dossiers de la CIA, Mboya était un agent d'influence clé pour l'agence. Le transfert était une opération de la CIA. J'ai promis... Un visa intéressant. Pas simplement comme ça, et pas sorti de nulle part. Est apparu. Pere Barack, il est apparu de... La CIA. Beaucoup. D'années Tegosile organisées par des patchs, des coups d'État dans les pays en développement. Pendant de nombreuses années, ils ont eu de l'influence sur la Maison-Blanche et ont appliqué la méthodologie développée pour d'autres pays chez eux, sur leur propre territoire, sapant notre constitution. Bush était comme Andropov en Union des républiques socialistes soviétiques, comme Poutine en Russie, le chef d'une agence d'espionnage et de sabotage. Obama était un agent, fils d'agent. Sa mère, son père, son beau-père, sa grand-mère ont dit qu'ils étaient aimants tous de la CIA, proches des hautes sphères. Sa grand-mère était directrice d'une banque qui servait de façade à la CIA. Si l'on en croit toutes ces histoires qu'on nous raconte maintenant, le beau-père travaillait pour l'oncle du président Bush, puis il a collaboré avec Bush père, de plus en plus surprenant. Tout cela est de plus en plus surprenant et intéressant. À chaque minute, il se passe quelque chose. Messieurs, je pense que la prochaine émission, je la ferai depuis Los Angeles. Le voyage a été formidable, mais il est temps de rentrer à la maison, et honnêtement, j'en ai déjà envie. J'ai déjà envie de rentrer parce que tout ce qui est intéressant se passe maintenant en Amérique. À bientôt.